Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Sur la souveraineté, en particulier économique, industrielle, stratégique, militaire, technologique, environnementale, les choses sont en train d'avancer fortement. On se dit on doit absolument continuer de relocaliser la matière première ou le produit fini, parfois les deux, pour sécuriser l'approvisionnement en stock du territoire. On a une agriculture qui aujourd'hui ne permet plus la souveraineté de la France. C'est-à-dire qu'on est obligé d'importer parce qu'on ne produit plus assez pour nourrir notre population. Qu'on a parfois vécu pendant la crise Covid, on ne doit pas le reproduire. Et donc dans les mois et les années qui viennent, on doit absolument sécuriser sur ces 450 médicaments nos chaînes, soit en relocalisant totalement, soit en diversifiant. La souveraineté nationale va selon nous de pair avec la souveraineté européenne, de nature à lutter avec les grandes puissances que sont la Chine et l'Inde dans ces domaines. Et donc après la réindustrialisation, Emmanuel Macron s'attaque à la souveraineté de la France avec cette série de déplacements qui a démarré en Ardèche. Aujourd'hui, il avait déclaré le 11 mai dernier que la désindustrialisation avait détruit près d'1 million d'emplois industriels depuis 2000 et que l'épidémie de la Covid-19 avait mis en lumière nos nombreuses dépendances en matière d'approvisionnement sur le plan sanitaire, industriel et technologique. Frédéric. Ce premier déplacement était consacré à l'industrie du médicament. Le président a donc annoncé plus de 160 millions d'euros pour restaurer la souveraineté pharmaceutique française. Les chantiers sont multiples, énergie, décarbonation, numérique. Comment réduire la dépendance industrielle? Emmanuel Macron va enchaîner une semaine complète de déplacements pour redonner un élan. Comment affirmer l'autonomie de la France? C'est la question que nous vous posons. Pensez-vous que la France ait les moyens d'être autonome, de vivre sans les importations de la Chine, par exemple? Eh bien, vous dites oui à 59%. Et notre invité pour en parler ce soir, c'est Lim Wan Ngoc, qui est maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Paris 1 et ancien député européen PS. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, de cette souveraineté, de cette réindustrialisation, on en parle. Ça y est, peut-être que la machine démarre enfin. Je voudrais demeurer équitable et rapide sur ce sujet. D'abord, j'ai un regret. À tort ou à raison, mais pourquoi seulement maintenant? Il me semble qu'on en parlait depuis des années, et notamment au début du Covid. Deuxième élément, une satisfaction tout de même. C'est là où je veux demeurer honnête. Même si c'est trop tard, on peut rendre grâce au président d'avoir découvert ce qui crevait les yeux et de mettre en œuvre de manière active un processus qui peut réjouir tous les Français. Dernier élément, c'est tout de même une crainte, c'est que ça va prendre des années tout cela et que on a perdu énormément de temps. Moi, je suis assez sévère avec toute cette campagne de communication sur la souveraineté parce que c'est un faux débat. La souveraineté, d'abord, elle est illusoire. On parle de la souveraineté énergétique. Pour faire fonctionner une centrale nucléaire, il faut de l'uranium. Nous n'en produisons plus depuis des années. Il faut de l'acier. Nous n'en produisons plus. Donc, on peut se payer de mots et dire nous allons être souverains. Idem sur les médicaments. Moi, j'entends les efforts d'Emmanuel Macron, mais la réalité, le problème n'est pas là. La plupart des molécules ne sont pas produites en France, elles sont produites en Chine. Ce qui est produit en France, surtout, ce sont les emballages. Alors, il y a quelques médicaments véritables, l'assemblage. Ce sont des PME. Toute cette industrie est bloquée aussi par le blocage des prix imposés, et ça, c'est euro par la sécurité sociale. Donc, je veux bien qu'on fasse de la communication en vendant pour aller dans les clous d'une certaine partie de l'opinion française que nous allons redevenir souverains. Ça n'est pas vrai. Je préférerais, moi, un président qui dise voilà où nous en sommes. On va commencer par petits pas. Cesser de s'emparer de thèmes dont ils croient qu'ils sont porteurs, alors que, je le redis, c'est une illusion. Moi, je pense que les choses, elles ne peuvent passer que par l'Europe. Je suis très européenne. C'est-à-dire que les investissements majeurs, les investissements massifs, oui, nous pouvons avoir une souveraineté européenne en matière, par exemple, de molécules, de fabrication de molécules, absolument. Mais une souveraineté française, cocorico, tout seul, comme ça n'est pas vrai. Emmanuel Macron le sait, mais il le vend parce qu'il pense que ça plaît à un certain électorat. Avant de retrouver notre invité, Christophe Madrol, souveraineté, autonomie... Non, je partage encore une fois ce que dit Françoise Degois. Moi, je suis toujours halluciné. Il faut se rappeler que l'histoire de produire français, c'est pas d'hier et c'est pas Macron qui l'a inventé. Il faut se rappeler déjà 20 ans en arrière les discours des politiques sur la production française. Et récemment, Arnaud Montebourg, il y a 3 ans, avait mis ce thème il y a 10 ans, oui, Made in France. Made in France. Et reprenez
toute la déclaration qu'il fait, l'audition qu'il a eue à l'Assemblée nationale, où il a pointé du doigt le fait que le gouvernement Macron, comme la fin du gouvernement Hollande, ne l'a pas suivi sur la question du produit français. Il n'a jamais été suivi par Hollande. Du produit français, oui, il faut effectivement, mais je suis d'accord avec Françoise, la question doit être européenne et posée de manière européenne avec l'ensemble des pays européens. Au niveau français, moi je rencontre tous les jours dans ma région des entreprises, des entrepreneurs. Ils se confrontent non pas aux problèmes politiques, mais aux problèmes de l'administration française, notamment, qui bloque certains de leurs projets. Bon. Donc si Emmanuel Macron veut faire avancer ce produit français, qui voit déjà avec son administration, qu'il lève certains verrous. Les vraies voix. Alors les auditeurs de Sud Radio peuvent bien sûr intervenir au 0826 300 300, mais nous avons notre expert Liem Hong Gok qui est avec nous. Cher maître de conférence en sciences économiques, rappelons-le, est-ce que ce que vient de dire Françoise finalement fait de cette notion de souveraineté industrielle une chimère ? Non, c'est pas une chimère. L'heure est clairement à la démondialisation. Les États-Unis l'ont compris et ils ont mis le paquet à coups d'aides d'État pour procéder à ce qu'on appelle aujourd'hui la réindustrialisation verte en reconstituant des filières de production sur le territoire national. Ils financent clairement du Made in USA avec des mesures protectionnistes. Alors en Europe, est-ce qu'on peut faire la même chose? Parce qu'il faut riposter, d'une part, et puis que l'urgence est quand même à la réorganisation de l'économie pour modifier les sources d'énergie et pour organiser ce qu'on appelle des filières courtes, c'est-à-dire relocaliser. Clairement, les filières courtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire on relocalise les chaînes de production parce que c'est complètement débile d'aller faire produire des médicaments à l'autre bout du monde, et quand l'autre bout du monde est confiné, on n'a plus de médicaments en France. Je ne vous fais pas le dessin, on a subi ça au moment de la crise Covid. Alors, le problème, c'est comment on fait? Le problème, c'est que en Europe, on a un peu une stratégie de bisounours. Parce que beaucoup sont crispés sur les règles de concurrence, non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur le respect des règles de l'OMC, et ils ne veulent pas organiser, comme les États-Unis, un grand programme centré sur des aides aux industries pour organiser les relocalisations vers le Made in Europe. Un seul exemple, les Néerlandais, en février dernier, ont freiné des cas de fer lorsque il s'était agi d'assouplir ce qu'on appelle le régime des aides d'État pour permettre aux États de procéder à la chose. Et ils sont, alors qu'eux pratiquent le dumping fiscal, eux c'est des quasi paradis fiscaux. Une petite question, je vous coupe. Est-ce que on a les compétences en fait? Est-ce que nous on a les compétences de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a les formations? Est-ce que les filières sont suffisamment mises en place justement pour cette industrialisation? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui en tout cas d'apporter ça? Alors, l'économie européenne n'est pas une économie intégrée. Elle est formée d'économies qui restent spécialisées sur des bases nationales. Alors, même s'il y a la mondialisation, il y a des bases nationales bien spécifiques. Par exemple, la France, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'aéronautique, c'est l'agroalimentaire, c'est le tourisme, c'est hôtel, café, restaurant. Le luxe. C'est le luxe, oui, bien sûr. Le luxe, parce que c'est le luxe, absolument. Et ça, c'est parfaitement identifiable, même si dans chacun des secteurs que j'ai mentionnés, il y a ce qu'on appelle la division internationale des processus productifs qui consiste à délocaliser parce que les actionnaires à qui on a confié les entreprises stratégiques ont décidé que ça coûtait moins cher de produire à l'étranger. Mais moi, je suis d'accord avec Arnaud Montebourg que je fréquente régulièrement. Il y a la possibilité, moyennant des aides d'État, de réorganiser des filières productives made in France. Et ça réglerait un certain nombre de problèmes dans ce qu'on appelle la France périphérique. On est tout à fait d'accord. Je ne disais pas du tout que la souveraineté française était impossible. Je disais que dans certains domaines, ça ne peut être qu'une souveraineté européenne. Je pense notamment à l'énergie et je pense notamment aux médicaments. Vous êtes d'accord là-dessus, que c'est l'Europe qui doit se grouper. Vous ne pouvez pas être toute seule, la France souveraine, sur des sujets aussi lourds qui demandent des investissements tellement importants. Vous ne pouvez pas être toute seule. Si, mais on a les compétences en industrie, en ingénierie, on les a. Bien sûr, on a de très grands laboratoires. Vous avez encore le laboratoire Pierre Fabre qui est un des seuls à produire encore des médicaments. Vous avez encore, bien sûr, vous avez encore des grands labos en France. Je ne parle pas des labos qui sont partis sous
pavillon américain. 160 millions d'euros aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique. Si tu peux permettre, de Françoise de Gois, est-ce que vous pensez, pardon Liam, parce qu'on se connaissait du Parlement européen, oui, on se connaît bien, est-ce que vous pensez que l'histoire de la préférence nationale est possible aujourd'hui en matière économique? C'est à moi que s'adresse la question. Oui. Allez-y, Liam Ngok. À partir du moment où l'économie européenne reste constituée sur la base de spécialisation nationale, alors évidemment, il y a des projets européens qu'il est possible de mettre en place. Françoise a raison. Garde Airbus, c'est magnifique. On est face à un blocage, c'est que les pays dits frugaux, les pays du nord de l'Europe, j'ai cité les Néerlandais, mais il y en a d'autres, sont opposés à l'émission d'une dette commune qui permettrait de financer des communes et des grands projets. Vous avez raison. Ça a été la croix et la bannière pour obtenir leur assentiment pendant la crise Covid pour le plan de relance, et pour eux, c'est un one-shot et stop. Là, ils ne veulent pas aller plus loin pour déployer un Inflation Reduction Act à l'européenne à travers un vaste plan européen. Et donc, la seule solution qu'on a, c'est de permettre aux États qui, par ailleurs, appuient leurs économies spécialisées sur des bases nationales, comme je l'ai dit, d'aider leurs industries. Parce que on aura beau invoquer le dynamisme lié à la concurrence, les projets, ça ne pousse pas tout seul sur le marché. Quoi. Les auditeurs de Sud Radio ont des questions. Attendez. Juste l'antenne. Oui, c'est ça. Jean-Pierre de Marseille, on commence, ou Olivier des Yvelines, on commence par qui? Jean-Pierre, allez. Allez, Jean-Pierre, question, on vous écoute, allez-y, intervention. Écoutez, moi je suis étonné qu'on confonde à ce point autonomie, souveraineté et autarcie. La France n'a jamais pratiqué l'autarcie, elle a pratiqué le commerce extérieur et les importations avant l'existence de l'Europe sur un plan législatif, pas culturel, et elle a su faire son industrie nucléaire que l'Europe a détruite. Elle a su faire son industrie aéronautique sans l'Europe. Elle a su faire son industrie agroalimentaire que l'Europe a détruite. Donc, qu'on arrête de nous dire que tout vient de l'Europe dans le bon sens. C'est pas vrai. Et si les partenaires européens ne sont pas d'accord avec une réflexion stratégique sur la réindustrialisation de la France, eh bien, tant pis. Attendez, Philippe Bilger n'a pas encore pris la parole. Je vais finir ma phrase. Oui, allez-y, Jean-Pierre. De mon point de vue, il faut arrêter de penser qu'on va se mettre d'accord en 6 mois avec 27 partenaires qui ont des intérêts parfois entièrement contradictoires avec ceux de la France. Alors, réaction, Philippe Bilger. C'est ça. Je voudrais demander à notre invité, hier, le hasard a fait que j'ai pu entendre Arnaud Montebourg sur une chaîne YouTube, et il disait, au fond, il dénonçait le fait que la politique protectionniste était perçue paradoxalement comme une politique non patriotique. Et j'aimerais vous demander pourquoi longtemps le protectionnisme a eu cette mauvaise image, alors qu'au fond, elle sert l'intérêt du pays. Alors, Liam Wannock, donc petite synthèse de à la fois l'intervention de Jean-Pierre, notre auditeur au 0826 300 300, et donc de notre vraie voix, Philippe Bilger. Allez-y. Le protectionnisme, les règles européennes aujourd'hui font que les aides d'État, qui sont la mesure protectionniste par excellence, sont strictement encadrées. Alors l'auditeur a raison, la France sait faire plein de choses. La France pourrait réorganiser plein de choses et pourrait, par des aides d'État, par des partenariats publics, privés, par des interventions dans le capital des entreprises stratégiques, réorganiser les choses. Le seul problème, c'est que, par exemple, la SNCF s'est vue ouvrir une enquête par la Commission parce qu'elle avait recapitalisé et aidé sa filière fret. C'est aujourd'hui indispensable dans le cadre de la transition écologique. Et les bisounours de la Commission qui sont crispés sur les règles de concurrence, aujourd'hui ouvrent une enquête pour imposer 5 milliards d'amendes à la SNCF. Enfin, c'est délirant. C'est pour ça que on a beau dire, on peut le faire, on pourrait désobéir, tout ce que vous voulez, sauf que à partir du moment où vous êtes assujetti à des règles européennes et que les amendes vous tombent dessus et que la SNCF va pas pouvoir faire ce qu'elle peut faire, la seule solution, c'est d'agir à l'échelle européenne pour modifier ces règles. Soit on fait ça, soit on sort. Mais à partir du moment où on est dans l'euro et qu'on est dans l'Union européenne, il faut se battre pour modifier les règles. Et c'est ce que ne fait pas, à mon sens, suffisamment aujourd'hui le gouvernement, qui fait beaucoup de com. Il se bat trop peu, notamment sur le cas du fret, mais il pourrait se battre sur d'autres sujets. Val d'Une,
qui fabrique les essieux de locomotives, il pourrait faire quelque chose pour intervenir dans le capital de Val-d'Une et demander l'autorisation à la commission de le faire. Nous retournons au standard. Ils ont décidé de laisser tomber Val-d'Une. Nous retournons au standard, Cécile. Oui, avec Olivier qui est avec nous des Yvelines. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. Merci de prendre mes remarques. J'en ai 3. La première, c'est effectivement, on entend beaucoup de communication sur la souveraineté. Donc c'est de la communication. Voilà. Deuxième remarque, par rapport à ce qui est dit, si nous n'avons pas la capacité de décliner correctement la notion de souveraineté, alors sommes-nous encore un État? Ça, c'est une question que je me pose de manière un peu générale. Ça se réfléchit. Voilà, la souveraineté, c'est aussi la capacité à avoir une certaine indépendance en matière énergétique, en matière alimentaire, en matière de numérique, etc. Est-ce qu'on est... Alors, il y a beaucoup de com autour de ça, mais j'ai encore pas bien compris la stratégie concrète pour mettre ça en œuvre. Par rapport à la troisième remarque, par rapport à ce qui a été dit par certains des chroniqueurs que j'ai pu entendre tout à l'heure, on s'appuie, on réfléchit beaucoup sur les problématiques de production. Je regrette un peu qu'on ne réfléchisse pas sur les questions de consommation. Pourquoi je dis ça? Si on n'est pas capable de produire certaines choses, est-ce que c'est pas aussi nos modes de consommation qu'il faudrait remettre en cause? Est-ce qu'on a besoin de consommer tout ce qu'on consomme? Et si nous ne sommes pas capables de les produire, est-ce qu'il ne faut pas produire autrement? Moi, je trouve que c'est un très très bon sujet sur la consommation. Là, on parlait, la question portait sur les investissements lourds comme les médicaments et l'énergie. Je pense que quand vous avez besoin d'antibiotiques à la pénicilline, comme l'amoxicilline, par exemple, qui a manqué cet hiver, eh bien, c'est pas un problème de savoir si on consomme ou pas. Vous en avez besoin, vous en avez besoin. Mais votre question est intéressante. Je voudrais juste dire... On a 30 secondes. Voilà. Je voulais juste dire à Jean-Pierre que Airbus, c'est une formidable réussite européenne, par exemple. Et que l'agroalimentaire, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas en péril. C'est une des meilleures industries de la France. Mais rapidement, Philippe Bilger a abordé une question très fondamentale. Être patriotiste au niveau économique, ça ne veut pas dire être nationaliste. Et tu as raison, Philippe. Moi, je suis patriotiste et je souhaite mais je souhaite à un moment donné qu'on ait une protection de notre outil de travail français. Parce que nous avons des salariés français dans le cadre européen et il faut privilégier l'action sur le territoire, même si on se fâche avec les autres pays. Et pour répondre à Jean-Pierre, on est 27, mais on peut déjà se mettre d'accord avec 2-3 pays pour pouvoir amorcer déjà un travail économique ensemble. Bon, merci en tout cas, merci à nos auditeurs qui sont prêts d'ailleurs pour le bac philo demain. Oui, parce qu'il y a une vraie réflexion philosophique dans un sujet à la fois Olivier et Jean-Pierre. Les Français, merci beaucoup en tout cas Lim Wannok d'avoir été avec nous, maître de conférence en sciences économiques à l'Université Paris 1 et ancien député européen PS. Vous restez avec nous dans un instant, le Kikadi Show. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus.